Des questions et des réponses sur la COVID-19. Pourquoi doit-on respecter une distance de 2 mètres? La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 mètres et atteindre des personnes à proximité, ou encore se déposer sur des surfaces et des objets où le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours. Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. Un message du gouvernement du Québec. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Mathieu, un citoyen afro-américain qui se fait tuer par des policiers, ça nous émeut beaucoup. Il y a des manifestations dans la rue, mais il faut croire que un enseignant français qui se fait décapiter en pleine rue, ça nous passe 25 000 pieds par-dessus la tête, parce que j'ai pas reçu de communiqué comme quoi il y aurait une marche, là. Alors, c'est très particulier parce que ce qu'on a vu en France, ça nous en dit beaucoup sur l'influence des États-Unis sur l'imaginaire collectif aujourd'hui. Oui. Ça nous en dit beaucoup aussi sur la difficulté à reconnaître l'islamisme comme un problème majeur dans les sociétés occidentales et ailleurs, mais en Occident, l'islamisme qui a aussi une dimension qui se réduit pas au terrorisme, mais qui a une dimension terroriste. Alors, on a vu ce qui s'est passé en France, et ce qui est fascinant, c'est la dénonciation du gouvernement canadien qui parle de terrorisme, d'effroi, mais qui n'utilise pas le mot islamisme, d'ailleurs, ça dit en passant. Donc, apparemment, pour lui, la dimension islamiste, dis-je, n'est pas suffisamment clair pour qu'il utilise ce terme, comme quoi on est probablement dans un grand moment d'aveuglement collectif. Donc, en un mot, Samuel Paty, un professeur qui donne une leçon, professeur d'histoire, il enseigne la liberté d'expression, il montre les caricatures de Mahomet. Et d'ailleurs, il dit aux jeunes musulmans de la classe, si vous voulez sortir de la classe, vous pouvez, si vous pensez que ça vous offusque, ça risque de vous offusquer. Donc, comme quoi, peut-être qu'il fait ça une forme d'accommodement exagéré, lui, dans cette, ce qui se voulait un acte généreux, mais dans les faits, une forme de petite capitulation. Eh bien, qu'est-ce qui arrive? Campagne de haine contre lui, campagne agressive, désigné comme cible depuis un certain temps, pendant quelques jours, quelques semaines. Résultat, un clan je crois que c'est un irrégulier, je ne me trompe pas, un réfugié, il faudrait que je vérifie sur le titre, tchétchène de 18 ans, décide de le décapiter. Comme on dit quelquefois, de l'attaquer à la gorge, hein, mais non, de le décapiter en tant que tel, d'exercer contre lui la peine de mort au nom de la conception qu'il se fait du blasphème. Et là, la France est stupéfaite. La France est bouleversée parce que certains diront que c'est l'attentat de trop. Parce que trop souvent, quand il y a des agressions en France, il y a eu la vague de 2015, 2016, un peu 2017, c'est une vague d'attentats, il y a eu Nice, il y a eu le Bataclan, il y a eu Charlie Hebdo. Là, c'était dur de pas nommer l'islamisme qui frappait, mais ensuite, il y a eu la tentation du système médiatique de toujours réduire les attentats à des faits divers commis par des déséquilibrés, en disant ça comme ça, ou encore on utilisait des formules, un camion ou une auto attaque comme si l'auto était animée. Bon. Et quoi qu'il en soit, là, vu les circonstances, vu que le type qui a fait l'assassinat l'a lui-même revendiqué sur Twitter, toute la campagne de haine qui a précédé, c'était dur cette fois-là de faire semblant que c'était pas un attentat islamiste. Et la France est frappée. C'est l'attentat de trop, certains disent, qui oblige à un grand exercice de lucidité, un exercice qui a été longtemps reporté ou qui porte rarement en conséquence, parce qu'en France, la tentation est forte souvent de pénaliser ceux qui nomment le mal, la décomposition de la société française plutôt que ceux qui la décomposent. Donc, il y a des procès à répétition pour ceux qui comme Georges Bensussa, par exemple, qui nomme les territoires perdus de la République. Mais là, on est dans une situation où il n'est plus possible de ne faire semblant que ça n'existe pas. Et reste à voir quelle sera la réaction, mais on ne pourra pas se contenter cette fois-là de chanter Give Peace a Chance, de sortir des chandelles, de mettre un ruban, d'ouvrir des lumières. Les gestes doivent être politiques. L'islam radical déclare la guerre à la France. L'islamisme déclare la guerre à la France. La France doit déclarer la guerre à l'islamisme. Tout à fait. Et Mathieu, tu fais bien de le souligner là, que l'enseignant, avant de se faire lâchement assassiné, a été pointé du doigt, victime d'une campagne, d'une cabale sur les médias sociaux. Et ça démontre justement que cet harcèlement-là, cette intimidation-là sur les médias sociaux, ce n'est pas banal. Quand les gens te mettent un X dans le front, quand ils te désignent comme cible, c'est pas banal. Oui, mais c'est le moins qu'on peut dire. C'est que là, on est, la violence des médias sociaux déborde dans la rue. Il faut dire, cela dit, soyons honnêtes, que la violence islamiste n'a pas attendu les réseaux sociaux pour s'annoncer, pour s'afficher, pour se manifester dans la vie bien concrète. Mais là, on a vu, c'est que
La cible, c'est le professeur. Hein? C'est un enseignant dans les circonstances. Donc là, on a d'abord attaqué, il y avait deux pôles. Comme disait Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro, il y avait d'un côté le pôle des institutions. On attaquait Charlie Hebdo, on attaquait les policiers. Ou il y avait l'autre pôle, on tirait dans le tas, comme au Bataclan. Mais là, c'est un autre type d'institution qui visait, c'est le professeur. Et je parlais à une amie française dont la mère est enseignante, puis elle me disait, elle-même se sent menacée désormais, parce que si le signal est donné qu'on peut s'en prendre aux enseignants qui enseignent les caricatures, et parmi les caricatures aussi celle de Charlie, et notamment celle qui parle de Mahomet, comme celle de toutes les autres religions, doit-on le rappeler, eh bien, là, le sentiment d'avoir une cible dans le front se démocratise, pour le dire ainsi, se généralise. Et moi, je suis assez... faut dire que c'est un pays que j'aime passionnément et je suis assez effrayé de voir à quel point les agressions se multiplient et il faut qu'on en arrive à une décapitation en public pour qu'on soit obligé de nommer une réalité qui de toute façon était connue. C'est ça le problème. Ceux qui sont surpris par ce qui arrive, être blessés, stupéfaits, mais surpris, on savait pas. Mais ils vivent où, Seigneur Dieu? Ils vivent où? Dans quel univers? Qu'est-ce qu'ils lisent? Et là, il y a tout le système... une partie du système médiatique qui dit « Ah là là, faut faire attention, faut pas faire le jeu de l'extrême droite. » Ça, c'est leur phrase préférée. Il nous dit jamais exactement ça veut dire quoi cette formule extrême droite, mais surtout, il nous explique que le problème en ce moment, ce n'est pas de nommer l'agression islamiste. Le problème, c'est de remarquer qu'il y a une agression islamiste. Ah, bon, d'accord. Oui. Et il y a l'histoire de Mila aussi. Là. Tu peux nous la raconter pour ceux qui n'ont pas suivi ça? Alors, une jeune femme qui se voulait chanteuse, qui a tenu des propos sévères, très sévères, avec un vocabulaire... Vulgaire. Oui, vulgaire, très vulgaire à propos de l'islam. Et là, le problème, c'est que là, elle est depuis menacée. Et là, il y avait encore un article tout récemment qui nous disait que, elle est déplacée dans une autre école. Et on dit, non, tu t'en tireras pas avec ce que tu as fait. Donc, autrement dit, elle avait tenu des propos qui n'étaient pas en eux-mêmes très, très glorieux sur l'islam. Mais le fait est que ça lui vaut quand même une menace de mort à répétition. Et il n'y a aucune manière d'excuser, de relativiser ça. Le droit d'être vulgaire et grossier à l'endroit d'une religion, ça fait aussi partie de la liberté d'expression, Seigneur Dieu. Je veux dire, c'est ça qui est fascinant aujourd'hui, c'est que le propre du transfert de l'autorité, de la capacité de décider si c'est un blasphème ou non à des groupes radicaux qui décident s'ils se sentent insultés puis qui décident de la peine, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça donne un pouvoir immense à tous ces susceptibles institutionnalisés qui donnent le droit de pénaliser. Or, en France, le problème, c'est que là, on a passé le cap de la violence depuis un temps. Donc, et on voit ici, ce Tchétchène de 18 ans qui quelques semaines après, je pense que c'était un autre clandestin qui avait attaqué à la machette cette fois-là. Oui, au hachoir. Devant Charlie, au hachoir, pardon, c'est vrai, il y a des nuances dans l'armement, devant Charlie. Bon, les anciens bureaux de Charlie, on se retrouve dans une situation où il va bien falloir nommer les choses, là, c'est-à-dire, c'est pas des cas isolés, c'est une culture globale qui pousse à ça. D'ailleurs, les autorités elles-mêmes, qui n'étaient pas portées à ça, sont obligées de le nommer. Ils parlaient il y a quelques semaines de séparatistes islamistes. Là, ils ont entrepris la dissolution de certains organismes qui prétendent lutter contre l'islamophobie, mais qui, dans les faits, sont des officines de propagande haineuse contre la France. Et il faut que ces choses-là soient dites. Le philosophe Pascal Bruckner dit que c'est une déclaration de guerre, ni plus ni moins, mais j'entendais le discours d'Emmanuel Macron, ils ne passeront pas. Je m'excuse, mais ça fait des années qu'ils sont passés. Ils sont installés. Non, mais c'est génial, ça. Ça, c'est le type qui, en 1943, va dire les Allemands passeront pas. Il occupe Paris. Je veux dire, alors là, heureusement, il occupe pas Paris. Mais le fait est que la 5e colonne islamiste, elle est là, la 5e colonne islamiste. Alors là, ça me plaît. On va prendre la peine de le dire parce que sinon, on va nous pas, pour dissiper toute confusion. Évidemment qu'on critique pas tous les musulmans quand on fait ça. Alors. Évidemment, ça va de soi. Et on peut même croire, et moi j'en suis convaincu, que si la République française, la France, avec sa République, ses mœurs, ses valeurs, décide de s'affirmer clairement, eh bien, il y a une très grande partie des musulmans qui vont être très heureux de prendre le pli de la culture française. Une bonne partie le prennent déjà, mais une bonne partie vont être très heureux de rejoindre ce pays. Mais le fait est qu'il y a l'islamisme qui n'est pas non plus marginal, qui n'est pas résiduel, qui est un vrai problème. C'est pas vrai qu'il n'y a pas de lien entre l'islamisme et l'islam. C'est-à-dire les deux se confondent pas, mais c'est pas vrai qu'il n'y a pas de lien entre les deux. Mais là, il faut être capable de le nommer et dire ils ne passeront pas. Non, mais ils sont là. Puis il y a mieux, c'est qu'ils ont des collabos.
faut le dire, ils ont des complices, ils ont des collabos. Il y a tous ceux qui sont occupés systématiquement à relativiser, à s'en prendre à ceux qui défendent la France plutôt qu'à s'en prendre à ceux qui attaquent la France. Ils sont là, on sent là cet esprit collabo qui est là, mais ils sont toujours occupés à se faire passer pour des grands humanistes bienfaiteurs et tolérants. Non, il faut quand même nommer les choses. Nous sommes devant des gens qui se couchent devant l'agresseur et qui, mieux encore, le servent. Alors là, devant tout cela, la démocratie libérale devrait quand même avoir le moyen de se défendre. Et à tout le moins, parce qu'on est quand même des démocrates libéraux, à tout le moins, cesser de s'associer politiquement avec ceux qui la veille encore défilaient avec les islamistes et qui aujourd'hui font semblant de pleurer après avoir cautionné tout ce qui rendait possible cet attentat. Ben oui, de voir tous ces idiots utiles dans les médias là qui n'arrêtent pas de crier à l'islamophobie dès que quelqu'un critique les dérives de l'islam. Moi, j'ai trouvé la réaction de Emmanuel Macron très, très molle. On est en guerre, puis il me semble que ça prendrait quasiment un chef de guerre. Malheureusement, c'est pas lui. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Bonne journée. Sur 5 ans devient un plan sur 5 jours. Vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez edc.ca dès aujourd'hui. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Alors Mathieu, avant de parler de Yann Lafrenière, écoute, Marie-Pierre Morin qui finalement a fait un retour, tu vois tu sais, on a beau avoir sorti le Québec de la religion, on n'a pas sorti la religion du Québec, alors donc elle a commis un crime, elle a commis une grave faute, elle est allée dans un couvent réfléchir, elle a vu la lumière, elle s'est auto-flagellée, elle revient, elle va aller à la grande messe du dimanche, bien sûr, elle va demander pardon au cardinal Lepage qui va lui accorder flanqué de son bedeau, et elle va pouvoir revenir dans nos bonnes grâces. Il y a quelque chose de très catholique là-dedans. De catholique ou encore, de ce point de vue, de très... faut conjuguer ça avec la révolution culturelle maoïste version Québec, appelons ça comme ça. C'est-à-dire, il faut d'abord s'accuser violemment, nonobstant la portée réelle des faits, ce qui était vrai, c'est le rituel de pardon. Oui. Donc, c'est à condition de s'accuser le plus violemment, de reprendre les termes de l'accusateur contre soi, qu'il est ensuite possible d'espérer la rédemption, d'espérer une rédemption qui sera toujours conditionnelle au fait qu'on deviendra particulièrement intransigeant envers ses péchés de la veille. Puis comme je dis, une fois que je me prononce pas sur ce qu'on lui reproche en tant que tel, d'ailleurs, à ce que j'en sais, c'est pas devant les tribunaux, mais c'est intéressant de voir que ça la concerne elle, mais ça en concerne plusieurs autres. Quand ils espèrent revenir dans l'espace public, ils pratiquent le rituel expiatoire. Et c'est un espèce qui peut se documenter, hein. Je vais donner juste un autre exemple qui m'avait frappé, c'est parce que c'est la même logique, quand Louis-Jean Cormier a dit une journée, je ne crois pas à la nécessité de la parité dans la construction de mes équipes de spectacle, non pas qu'il est contre les femmes ou contre les hommes, il dit juste que je veux choisir les individus les meilleurs. On lui reproche, ça, il prend pas 24 heures pour dire, je viens de comprendre que j'ai abusé de mes privilèges, mais je me suis tourné vers mes amis qui m'ont éclairé sur mes biais sexistes, et maintenant je comprends et je vais leur demander de me faire cheminer. Bon, et on pourrait multiplier, c'est Robert Lepage qui a expliqué avoir finalement compris au contact de ses agresseurs, faut bien le dire, que finalement c'était lui l'agresseur, parce qu'il ne tenait pas compte suffisamment de la perspective des racisés, entre guillemets, dans la construction de son spectacle. Donc, il faut que tu reconnaisses avoir commis un crime, même si tu n'as rien à te reprocher, il faut quand même que tu reconnaisses les accusations comme quoi elles sont fondées et que tu demandes pardon. Mais c'est ce que j'appelle la théorie du coupable idéal. C'est-à-dire, lorsque vous êtes accusé, ne vous défendez pas, vous êtes coupable. L'accusation fait vos jugements de culpabilité. Parce qu'on vous accuse pas pour rien, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et dès lors, ne vous défendez pas. Et si vous ne vous défendez pas, vous témoignerez dès lors du fait que vous avez commencé à voir la lumière sur la nature de vos crimes, de vos actes répréhensibles. Bon, alors ça, c'est généralisé aujourd'hui. Comme Marie-Pierre Morin, bon, mais ça se passe, pour l'instant, j'ai compris, c'est un retour sur Instagram après avoir été exécuté. C'est un cas particulier. Mais ça, c'est le rituel qui structure aujourd'hui le débat public devant la présence d'une forme de couperet moral, de guillotine morale, de guillotine médiatique qui peut tomber très rapidement. Et moi, ça me frappe parce que ça, c'est quand même l'existence de rituels religieux dans une société qui croit avoir déserté le religieux, qui croit l'avoir chassé. Et c'est faux, en fait. Les rituels religieux sont partout, mais ils imbibent tellement la culture qu'on ne les voit plus.
Tout à fait, tout à fait. Parlant de la grand-messe du dimanche, Yann Lafrenière, le nouveau ministre des Affaires autochtones, est allé là, et toi, tu dis que c'est un dîner de cons. Oui, mais c'est à tout le moins un dîner de cons, un piège, tout ça en même temps. C'est-à-dire, moi, ce qui m'a frappé, c'est que Yann Lafrenière, premièrement, ça vaut la peine de le dire, était, au-delà des 3 ou 4 slogans qu'il avait appris pour se défendre, il n'y avait pas de réflexion très, très forte. Donc là, il est placé, il y a le page d'interview, il répond. Je trouve, moi, ce qui me frappe en France, c'est que tous les hommes politiques se font harceler, c'est ce que j'appelle la campagne d'agression médiatique, d'harcèlement médiatique pour... dire, reconnaissez-vous le racisme systémique, comme dans une grande scène d'inquisition. Il dit non, tout ça, non. Là, on lui fait comprendre qu'il a tort, mais il se réfugie dans une forme de silence embarrassé, des formules maladroites. Mais il tient un peu quand même. Mais l'émission est transformée en tribunal. Mais là, tout arrive quand l'accusateur, Ali Nestor, le militant enragé, arrive, et là, avec une espèce d'intransigeance idéologique, l'accuse. Et là, il ne sait tout simplement pas quoi faire. Le pauvre Lafrenière, il se fait humilier, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc là, il envoie des petits signaux, il espère, il dit, vous savez, on se comprend, on chemine, on progresse. Autrement dit, je fais moi-même en ce moment mon chemin de pénitence. Sachez que j'évolue vers vous, mais laissez-moi le temps d'évoluer vers vous. Et moi, je vois tout cela, j'ai l'impression que tous les hommes politiques, tous les politiciens qui vont dans les émissions devraient juste garder en tête une question. Quand on leur demande « Croyez-vous en l'existence de Satan? Croyez-vous en l'existence du racisme systémique? » Alors là, ils devraient répondre « Quelle est votre définition? » Juste savoir à quoi dois-je croire en ce moment. Et là, il y aurait ce moment amusant où un animateur dirait une chose, son chroniqueur en dirait une autre, puis l'invité qui est là pour le policier idéologique pour poser une troisième définition. Je précise, soit dit en passant, qu'avec ce qui se passe à l'Université d'Ottawa en ce moment, c'est au nom de la théorie du racisme systémique que Jacques Frémont a décidé d'établir un régime de censure dans son université. Alors là, moi, à tous ceux qui me disent « Oh là là, comment peut-on douter de cette théorie? Il faut crever l'abcès, il faut parler à tout prix du racisme systémique, il faut le dénoncer, Moi, je dis, en son nom, en ce moment, en son nom, on légitime une politique de censure au rectorat de l'Université d'Ottawa. En son nom, le Conseil interculturel de Montréal a plaidé pour une déconstruction implicite mais réelle de la loi 101. En son nom, plusieurs veulent faire tomber la loi 21. En son nom, plusieurs considèrent qu'il faut limiter la liberté d'expression à la critique des religions plus largement. Alors, au nom de cette théorie qui apparemment se présente à nous avec la puissance d'une vérité révélée, une puissance absolue, là, c'est la présence de Dieu en ton visage que tu ne peux pas nier. Comment oses-tu, mécréant? Comment oses-tu, manant? Eh bien, non, devant cette théorie-là, apparemment, elle apparaît qu'il y a tellement d'interprétations contradictoires qu'entre eux, ils parviennent à se battre lorsqu'ils cherchent à savoir c'est quoi la véritable interprétation de la révélation. Parce que c'est vrai. Tenons-nous loin de cette querelle sur le racisme systémique et disons, puis donc on y revient. Est-ce qu'il y a du racisme au Québec? Oui. Est-ce qu'il y a des comportements racistes? Oui. Du racisme systémique? Non. Et puis après, quant à ce concept qu'on veut nous faire avaler à tout prix, eh bien, constater à quel point, dès qu'on cherche à le définir, on entre dans un conflit de définition incroyable. C'est un mot valise comme islamophobie. On y met bien ce qu'on veut y mettre. En fait, c'est un mot slogan maintenant en ce moment. C'est un mot d'inquisiteur. Moi, ça me frappe en fait que puis là on voit aussi, ça c'est quelque chose, je vais pas être trop dur, mais on voit que des gens embrassent ces théories-là puis se rendent pas compte que tôt ou tard elles vont leur exploser au visage. Donc c'est la révolution qui dévore toujours ses enfants. Ça c'est quand même une vérité historique fondamentale. Donc là on voit des gens qui jusqu'à avant-hier, hier, considéraient que cette théorie-là allait comme de soi, et là aujourd'hui ils constatent qu'elle peut engendrer de la censure. Et là ils sont pris dans une espèce de contorsion mentale pour justifier leur système idéologique, qui est celui de la gauche radicale, disons ça comme ça, mais qui n'aiment pas les conséquences de ce à quoi ils adhèrent. Et ça me fait penser, parce que c'est pour ça que l'histoire des idées, c'est intéressant, à ceux qui, dans les années 70, constataient que le marxisme, ça fonctionnait plus, constataient que c'était une catastrophe intellectuelle et politique et morale et économique et idéologique, mais voulaient demeurer marxistes. Donc là, ils construisaient des théories avec des contorsions conceptuelles infinies pour expliquer qu'ils étaient encore marxistes tout en ne l'étant plus, parce qu'on avait mal compris ce qu'était le marxisme, mais que le marxisme lui-même s'était mal compris.
Bien sûr. Alors moi, devant tout cela, je suis fasciné parce que là, on est vraiment dans un moment idéologique semblable. C'est l'implosion d'un système théorique et idéologique, mais qui ne veut pas le savoir, donc il se perd en contorsion, alors qu'il faudrait simplement, dans les circonstances présentes, si on se déplace sur ce qui se passe à Ottawa, défendre de manière inflexible la liberté d'expression, la liberté académique, la liberté universitaire, la liberté de parler librement. Il faudrait critiquer la culture de la pathologisation, de la psychiatrisation, de la diabolisation de l'adversaire. Mais puisque plusieurs des gens qui subissent en ce moment une mauvaise journée en faisaient subir à d'autres il y a quelques jours, quelques semaines, quelques années, ils ne comprennent pas qu'ils ont participé à l'espèce de campagne qui aujourd'hui leur tombe dessus. Et le Rhétan Frémont de l'Université d'Ottawa là, qui dit là, pour toi, c'est peut-être pas une agression, toi, homme blanc, toi, femme blanche, mais si une personne racisée considère qu'une expression, qu'un mot que tu as utilisé est une agression, ça devient, comme par magie, une agression, même si ton intention n'était pas d'agresser. Mais c'est le génie de l'institutionnalisation du blasphème par le blasphème, par l'outré, c'est la tyrannie des susceptibles. Donc, je me sens insulté par ce que vous dites. Vous n'êtes pas en droit de me dire que j'ai pas le droit de me sentir insulté. Taisez-vous. Bon, ben, OK, mais là, on va pouvoir jouer à ça de plusieurs manières. Parce que si on a le droit désormais de faire taire tous ceux qui utilisent des formules qui nous embêtent et nous agacent, moi, je considère qu'on me heurte et qu'on m'insulte quand on utilise le mot racisme systémique. Hein? Parce que je trouve que c'est une insulte à l'intelligence et en plus, c'est une insulte on peut faire la liste des insultes. Suis-je en droit d'exiger la censure? Non, parce que toi, tu fais partie de la culture dominante, tu fais partie des groupes dominants. Tu ne peux pas. Ah oui, et ça, c'est le point d'aboutissement de ce délire. On a appris les Québécois qui ont été fondamentalement porteurs d'eau dans leur propre pays. C'est quoi, porteurs d'eau, scieurs de bois, locataires et chômeurs dans leur propre pays pendant longtemps. Mais à cause de la Révolution tranquille qui est inachevée, ils n'ont même pas réussi à avoir leur indépendance, ils n'ont même pas réussi à se faire reconnaître dans le Canada. L'anglais est quand même la langue qui domine à Montréal. L'anglais est la langue qui domine sur le marché de l'emploi. L'anglais, les Québécois sont dans une dynamique de régression démographique chez eux, mais ils sont dominants parce qu'ils sont blancs. Hein. Tout le génie du racialisme américain arrive là. Le reste du réel n'existe pas. Mais si nous sommes blancs, nous sommes ontologiquement coupables et structurellement dominants. On vit dans un monde de fous. Et nous définir par la couleur de notre peau, ben il y a un mot pour ça, c'est du racisme. Donc, bien voilà. sûr, mais ça c'est génial parce que définir quelqu'un, réduire quelqu'un à la couleur de sa peau quand il est blanc, ce n'est plus du racisme aujourd'hui. Ben oui. Mais défendre l'universalisme, défendre la République, défendre la laïcité, ça c'est du racisme. C'est incroyable. Quel monde de fous totalement confus. Merci Mathieu Bock-Côté. Merci, on se reparle demain. 5 ans devient un plan sur 5 jours. Vous savez que vous faites affaire avec l'inhabituel. Exportation et Développement Canada est là pour aider les entreprises de toute taille avec des solutions financières et des conseils d'experts. Visitez edc.ca dès aujourd'hui. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Décidément, nos collaborateurs sont interpellés par ce qui se passe à l'Université d'Ottawa. Il faut dire que c'est au-delà là, de ce qui se passe à l'université, c'est toute la question de la liberté d'expression dans nos universités et même dans notre société en général. Donc, Mathieu, tu veux continuer à nous en parler aujourd'hui? Oui, en fait, pour des tonnes de raisons, mais la première, me semble-t-il, c'est en ce moment de la controverse, ce qui me frappe, c'est à quel point le contexte québécois est complètement écrasé par cette controverse. Je m'explique. Le fameux mot qui commence par N, ça fait pas partie de notre vocabulaire ici, ça fait pas partie de notre histoire, sauf on ne le mentionne qu'à 2 moments. Pour parler de Nègre blanc d'Amérique de Pierre Vallière ou Comment faire l'amour économique sans se fatiguer d'Ali Laferrière. Sinon, c'est pas un terme qui relève de nos habitudes, qui relève pas de notre culture, ça relève pas de notre univers mental. Et là, on est en train de se faire imposer un débat qui est directement importé du sud de la frontière, qui est passé par la frontière ouest du Québec, par l'Ontario, et qui nous arrive. Et là, on est obligé de définir la question de la liberté d'expression en fonction de tout un contexte culturel, un contexte civilisationnel, même un contexte idéologique, qui nous est complètement étranger. Donc, voilà pourquoi je pense que tant de Québécois, qu'ils soient de gauche, de droite, de centre, des gens qui normalement sont occupés à pas s'aimer, se trouvent une espèce de point commun là-dedans, une forme de réaction nationale assez forte, où on se dit, là, on est en train tout simplement c'est une forme d'agression idéologique qui s'opère à travers ça, pour pas de micro ou macro-agression, juste on nous impose, on nous écrase une forme de colonisation de l'esprit, une américanisation des mentalités, et les Québécois se braquent contre ça. Autre chose, c'est la haine anti-québécoise que tout cela révèle.
Moi, ça me fascine quand on regarde au Canada anglais, pléonasme, quand on regarde au Canada anglais, ce qui se dit, c'est que globalement, cette querelle-là révélerait le fond raciste profond des Québécois et leur insensibilité et leur manque de respect pour la différence. Et là, c'est l'occasion de nous refaire, mais désormais dans un langage progressiste, le vieux procès de Durham, le vieux procès de tous ceux qui ont toujours considéré qu'on était trop en Amérique. Désormais, on est trop parce qu'on n'est pas les alliés de la diversité telle que la diversité s'auto-représente. Puis, dernier élément qui me semble fondamental, c'est le travail très particulier opéré par Radio-Canada dans cette affaire-là, qui cherche à normaliser les figures les plus radicales, les plus extrêmes, à la manière de grands rééducateurs, mais en les présentant comme des journalistes ou des figures tout à fait modérées. Par exemple, hier, on recevait M. Balarama Holness, je crois, qui nous dit, qui s'est présenté comme un activiste antiraciste, mais il tenait un discours qui relève dans les faits du racialisme le plus éhonté, mais on lui collait la belle étiquette d'activiste antiraciste. Et ensuite, Mme Vanessa Destinée, qui est une militante à temps plein. Alors, on la présente comme journaliste et chroniqueuse, est censée nous expliquer ce qui se passe. Elle tenait un discours d'idéologue et de militant. C'est très bien qu'Arad-Gan peut s'inviter des idéologues et des militants, mais qui nous les présente pas comme des journalistes et comme des chroniqueurs. C'est pas la même chose. C'est une activiste. Et là, Radio-Canada, en ce moment, prend son part. Donc, est obligé de faire un grand écart idéologique en tenant compte de la diversité des sensibilités, mais contribue dans les faits à normaliser cette espèce de climat nouveau qui mélange l'américanisation et l'inquisition. Je trouve qu'on est, par ailleurs, dernier point parce que ça me semble fondamental, là, il y a une réaction très vive au Québec, et je m'en réjouis, de gens qui, normalement, comme je dis, ne se parlent pas. Mais il y a beaucoup d'universitaires, d'intellectuels, de chroniqueurs, d'éditorialistes, qui achètent toute la théorie qui conduit à la présente censure, mais qui n'acceptent pas la conséquence de leur théorie. Donc, ils achètent la théorie du racisme systémique, ils achètent la théorie des microagressions, ils achètent l'idée de la discrimination systémique, ils achètent tout ça. Mais là, quand on en tire la conclusion, qui est inévitable, qu'est-ce qu'on répétait, toi, moi, d'autres, depuis des mois, c'est que cette théorie-là conduit inévitablement une logique de censure au procès de la loi 21, au procès de la loi 101. Et nous y sommes. Et là, ils n'aiment pas les conséquences de la théorie qui les embrasse. Je les invite à se questionner sur le système idéologique qui conduit aujourd'hui à la présente censure. Mais je suis d'accord avec ton diagnostic et la question que je me pose toujours, pourquoi persistons-nous à vouloir demeurer dans un pays qui ne nous aime pas, dans un pays qui nous traite de racistes et d'intolérants dès que nous voulons faire les choses différemment? Le vivre ensemble, on est pour le vivre ensemble au Québec. Nous sommes des gens ouverts. On veut le gérer de façon différente qu'au Canada. Nous autres, c'est pas le multiculturalisme, ça ne passe pas au Québec. Nous autres, c'est l'interculturalisme. Et quand on dit ça, on se fait traiter régulièrement de racistes et d'intolérants. Qu'est-ce qu'on fait dans ce pays-là qui ne nous aime pas? On est maso, quoi? Non, mais c'est compliqué. Les Québécois francophones, donc ceux qui se sentent interpellés par cette question-là, faut jamais oublier qu'en 95, on va commémorer en fait les 25 ans dans quelques jours. On votait oui à 61%. C'est pas un détail. C'est-à-dire que là, à un moment donné, tous ceux qui habitent au Québec sont Québécois, évidemment, mais le groupe historiquement interpellé, la majorité historique francophone, comme on dit, a quand même voté oui à 61%. Et moi, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'autour de toutes ces questions, et ça, c'est une thèse que je développe depuis quelques années déjà, autour des questions comme la laïcité, le multiculturalisme. Et aujourd'hui, cette espèce de synthèse effrayante, le multiculturalisme canadien et le racialisme américain, qui s'accouplent pour donner une théorie liberticide, je pense que autour de cette critique, ce sentiment d'une fracture profonde des imaginaires, des identités, le Québec pourrait renouer avec la question nationale et l'indépendance. C'est non seulement un souhait, ça chacun peut souhaiter ce qu'il veut dans la vie, mais c'est je pense, une analyse et une observation. Les Québécois redécouvrent déjà en ce moment la question nationale. Ils redécouvrent qu'ils n'habitent pas mentalement le même pays que le Canada. S'ils sont capables ensuite de voir qu'il y a des liens entre ça, leur situation linguistique, leur régression démographique dans le Canada, la régression de leur poids au Québec même des francophones, avec la question de la laïcité, le multiculturalisme, il se pourrait que les Québécois renouent plus rapidement qu'on ne le pense avec la question nationale. Parce que ce que tu dis est fondamental.
le Canada, on traite la différence québécoise comme une anomalie. Il y a l'incroyable impérialisme anglo-saxon. Les anglo-saxons sont persuadés de ce point de vue d'avoir le monopole de l'expérience démocratique légitime. C'est pas pour rien, soit dit en passant, qu'ils méprisent autant la France, qu'ils détestent autant la France dans les journaux anglo-saxons, je pense par exemple au New York Times, parce que pour eux, la France résiste à ce modèle au nom d'une autre conception du monde qui est l'universalisme républicain. Et là, on trouve ça inacceptable. Mais nous, les Québécois, on incarne la différence vitale en Amérique. On incarne l'autre manière d'habiter l'Amérique. On parle pas juste une autre langue. On a manifestement un autre rapport à la culture, un autre rapport à la liberté, un autre rapport à la civilisation. Et on ne devrait pas croire que notre rapport au monde est un rapport résiduel, provincial, décalé. On devrait assumer, me semble-t-il, cette identité, ce point de vue sur le monde, ce rapport à la liberté. On a créé une petite société qui, en Amérique du Nord, n'a pas prétention à dominer le monde, certes, mais une société plus intégrée, plus égalitaire, plus pacifique, plus libre. C'est pas une société exemplaire. Elle a plein de défauts. Elle a des tonnes de défauts, mais elle a pas les mêmes défauts que les sociétés comme le Canada anglais et les États-Unis. Et je pense qu'on devrait assumer cette différence-là. En ce moment, on voit que notre société porte en elle une conception de la liberté d'expression et des rapports sociaux infiniment plus saines que celle du multiculturalisme canadien et du racialisme américain. Mais tout à fait. Que rajouter? Écoute, rapidement, là, en terminant, là, tu parles d'américanisation des pensées. On pourrait dire aussi la twitterisation des pensées. C'est-à-dire que maintenant, un mot n'est plus mis dans son contexte. On ne tient plus compte de l'intention de la personne qui utilise ce mot-là. On ne comprend même plus le deuxième degré. Le monologue Nigger Black d'Yvon Deschamps ne passerait pas aujourd'hui. Donc, c'est Twitter. C'est-à-dire que tu n'as plus le temps de mettre un mot en contexte, tu n'as plus le temps de l'expliquer. Le mot apparaît, donc tu es un agresseur. Mais c'est l'abolition du contexte. Moi, ça me fascine. C'est-à-dire, les médias sociaux fonctionnent à la manière de machine de désincarnation. On vit dans un présent absolu soumis à la seule règle de l'indignation. C'est absolument fascinant. Et à travers ça, je veux dire, on arrive quand même dans un monde étrange. Moi, j'ai toujours su, par exemple, à la maison, qu'on dit pas tabarnak à la télévision. On dit pas tabarnak même devant sa grand-mère. Mais je sais que si je veux faire une histoire à l'Université des jurons québécois, je vais être obligé de dire tabarnak et pas le T-word. Et puis, si je veux te parler aujourd'hui, tu sais qu'on devrait pas dire tabarnak en ondes, faut quand même que je prenne la peine de dire c'est quoi ce mot qui, en d'autres circonstances, ne devrait pas être prononcé. J'ai pas envie de dire le T-word, j'ai pas envie de dire le H-word ou le E-word pour hostie ou esti. Puis je sais que je dis pas ça en général en société, mais si on veut être capable de comprendre ce qui se passe, il faut avoir une espèce d'intelligence minimale des faits. J'ajoute une chose, il y a un transfert de sacré qui s'opère là-dedans. C'est-à-dire, il y a le mot qu'on ne prononce pas parce qu'il a une charge sacrée, c'est de la pensée religieuse. Et puis, il faut le rajouter, ni toi ni moi, je crois, n'utilisons le N-word. Moi, je n'utilise jamais ce mot-là. Je le trouve grossier, je le trouve vulgaire, je le trouve insultant. Les seules fois où je l'utilise, c'est quand on l'utilise dans des titres de livres où on parle de Fangor et ainsi de suite. Mais là, on est en train de nous obliger à parler de ça tout le temps, alors que c'est pas notre univers mental. Et l'empire Twitter nous écrase. Quelle formidable époque. Comme disait Monseigneur Laflèche en son temps, ce siècle ne me dit rien qui vaille. Tu es fantastique. Écoute, on a déjà pris une coupe de verre ensemble à la maison, là, puis je t'ai jamais vu comme ça, même après une bouteille de vin. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Salut, bonne journée. Réponse sur la COVID-19. Pourquoi porter un masque si on se sent bien? Même s'il ne présente pas de symptômes, une personne infectée peut être contagieuse et transmettre le virus à d'autres personnes. Le port du masque ou du couvre-visage permet de se protéger les uns les autres. C'est pourquoi on doit obligatoirement le porter dans tous les lieux publics, comme les commerces, épiceries et restaurants, ainsi que dans les transports en commun. Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. Un message du gouvernement du Québec. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Bon, la prof de l'Université d'Ottawa a finalement demandé pardon, s'est excusée. Mathieu, je te pose la question à 100 000 $. Est-ce que tu trouves que tu la comprends? Elle était dans une position qui était difficile, qui était intenable, ou alors que tu trouves qu'elle a carrément manqué de courage? Alors moi, je ne trouve pas qu'elle je ne la comprends pas au sens où je ne suis pas sur le mode pardon. Au contraire, elle a d'abord et avant tout manqué de courage. On est quand même dans ce scénario tout à fait étrange où quelqu'un qui se fait agresser, menacer, s'excuse à ceux qui l'agressent.
c'est quand même pas mal. C'est-à-dire, je m'excuse de vous avoir provoqué. Sans ça, vous m'auriez pas insulté. Je savais pas que je vous provoquais, je vous insultais. Mais je m'excuse, même si vous me menacez, si vous diffusez mon nom sur les réseaux sociaux, si j'ai peur pour ma vie, je m'excuse. Ce sont les excuses du vaincu. Premier élément. Deuxième élément, je ne suis pas surpris. Parce que depuis le début, ça on le sait, on le savait, Madame Lieutenant Duval, qui je connais pas le détail de ses travaux, mais on comprend dans quel univers mental elle se situe. Elle évolue dans cet univers de l'extrême wokitude. Elle évolue dans cet univers des théories intersectionnelles, décoloniales et tout le tralala. Bon. Alors, c'est tout un univers mental, la théorie du racisme systémique, l'intersectionnalité, tout ça, qui conduit inévitablement à l'institutionnalisation d'une nouvelle censure. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'il y a un transfert du sacré. Dans toute société, il y a du sacré, qu'on le veuille ou non. Le sacré, aujourd'hui, il est transféré vers les minorités qui institutionnalisent à partir de ce sacré leur propre définition du blasphème. Ce qu'on peut dire, on ne peut pas dire leur manière de nommer Dieu. Bon, eh bien là, on est dans ce moment où elle a, Madame Lieutenant Duval, adhère à ce système intellectuel-là, mais elle n'acceptait pas l'ultime conséquence qui était la censure en classe. Eh bien, elle s'est excusée. Elle réclame désormais, comme elle le disait hier à Patrice Roy, comme d'autres, une liste des mots interdits pour faire bien son travail. Elle la demande au commissaire à l'inclusion et à la diversité, le commissariat politique, on aurait dit en Union soviétique, de l'Université d'Ottawa, la police politique et idéologique de l'Université d'Ottawa. Faites une liste des mots interdits pour que je vexe personne. Et elle nous annonce aussi, mais ça, j'ai trouvé ça magnifique, qu'il y a d'autres mots interdits qui s'en viennent, notamment le E-word, c'est-à-dire le mot indien. Donc là, elle nous disait que le mot indien pourrait bientôt ne plus être prononcé d'ailleurs dans son cours. Elle nous a dit parce qu'il lui reste une étudiante apparemment là-dessus, elle a retiré des lectures parce qu'elle craignait l'environnement que ça pourrait créer. Donc on est dans une espèce de logique où non seulement Madame s'excuse auprès de ses agresseurs, ensuite elle réclame une clarification des termes de la censure pour évoluer dans l'université, et à la fin nous annonce qu'elle se pliera d'avance, tôt ou tard, au nouveau mot censurer le E-word indien, avant qu'il y ait d'autres mots censurés, parce qu'ils viendront. Alors moi, je suis pas surpris. J'ajoute une chose en passant. Le grand bloc formidable pour la défense de la liberté d'expression aura duré à peu près 48 heures. Parce qu'on voit déjà ici et là, chez des universitaires, mais aussi chez des médiatiques, des gens commençaient à annoncer leur cheminement. Moi, quand quelqu'un commence à dire qu'il chemine, on comprend ce qu'il veut dire. C'est-à-dire qu'il commence à se rendre compte que sa position de la veille, qu'il défendait soit parce qu'il avait eu un sursaut de dignité ou un résidu de vieux principe en lui, eh bien, il se rend compte que s'il maintient cette position-là, il va peu à peu être infréquentabilisé. Il va être marqué du sceau de l'infréquentabilité. Or, quel est le premier souci de la plupart des gens qui évoluent dans ce système? C'est de demeurer à l'intérieur du consensus de l'autorisé, du consensus de la pensée admise. Alors là, on les voit annoncer, mettre en scène leur cheminement, puis je prends le pari que d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, plusieurs nous diront, nous avons cheminé, nous avons écouté, nous avons compris, nous voulons être de bons alliés, nous nous excusons, nous sommes rendus là comme société, parce qu'ils se prennent pour la société quand ils cheminent, donc nous sommes rendus là comme société, et là, ils vont se montrer particulièrement sévères envers ceux qui n'ont pas cheminé comme eux, parce qu'ils sont les nouveaux gardiens de l'orthodoxie. Tout cela est écrit, tout cela est visible à l'avance. Mais elle aurait pu commencer avec les excuses de Madame Lieutenant Duval. Elle aurait pu se tenir debout parce qu'elle n'était pas seule. Elle n'était pas seule. Il y a plein de gens qui ont pris sa défense. Je veux dire, il y a 600 enseignants et enseignantes qui ont signé une lettre ouverte, qui l'appuyaient. Elle n'était pas seule. Écoute, moi, là, la prochaine fois, là, avant de défendre quelqu'un, je vais demander, moi, la grosseur de tes couilles. Puis là, je vais regarder ses couilles, il m'a dit non, tes couilles sont trop petites, je te défends pas. Ça va pas la peine. Je ne défends que les gens qui ont des grosses couilles. Mais vraiment, là. C'est là que moi je pense que la notion centrale, oui, il y a le courage, parce que, encore une fois, elle se fait agresser et insulter et elle s'excuse. Bon, faut le rappeler, c'est un trait psychologique singulier. Mais tout cela est religieux. C'est-à-dire, moi là-dessus, je crois que fondamentalement, le religieux, c'est l'avantage des grandes religions, soit dit en passant. On sait où est la religion quand il y a une grande religion. Quand la grande religion n'est plus là, l'esprit religieux se disperse partout. Et là, qu'est-ce qu'on voit en ce moment? Eh bien, on voit quelqu'un qui est persuadé d'avoir péché. Elle est persuadée d'avoir péché. Elle est persuadée d'avoir dit un très, très gros mot en classe alors qu'elle cherchait à l'expliquer, le déconstruire, le reconstruire, montrer sa signification. Elle est convaincue
de la supériorité morale de ceux qui la jugent. Il n'y a pas moyen pour elle de commencer un entretien en ce moment sans commencer par s'excuser. On lui demanderait est-ce que vous trouvez qu'il fait beau aujourd'hui? Je tiendrai d'abord à m'excuser auprès de toutes les communautés. D'accord. Et comment et vous aimez vous mangez quoi au petit déjeuner? Je tiendrai d'abord à m'excuser. Alors on est dans cette espèce de moment où elle est persuadée d'avoir péché. Donc elle multiplie les rituels expiatoires dans l'espoir d'être pardonnée, pas simplement, je crois, par pur esprit stratégique, du genre « je dois m'excuser pour retrouver mon boulot ». Non, parce qu'elle croit avoir péché. On le voit dans son regard désemparé. Je trouve ça triste parce que voilà une dame qui faisait son travail. Je devine, pour ce que je comprends, pour ce que je devine, j'aurais tendance à croire qu'il y a une surcharge idéologique dans son travail, mais qu'importe. Aucune personne ne mérite le sort qui lui est fait. Aucune personne. La trahison du recteur Frémont, le largage de tous les collègues canadiens anglais, la pétition pour dire qu'elle est raciste, tout ça, les menaces sur les réseaux sociaux. Juste ça, l'instinct de survie, l'instinct de la dignité, l'honneur, je sais pas, ces vieux trucs patriarcaux occidentaux, je sais pas comment le dire, devraient l'amener à se dire ben non, je m'excuse. Ils m'ont agressé, je me défends. Et puis il y avait plein de monde avec elle, mais je suis persuadé qu'elle préfère ses agresseurs à ceux qui la défendent. Ben non, mais elle vient, oui. Les agresseurs incarnent la vertu, et nous on est les méchants, les porteurs de l'Occident damné, qui se portent à la défense de principes auxquels elle croit à moitié elle-même. Elle vient de leur donner raison, parce qu'elle va dire, là, ces gens-là, là, les militants crinqués, là, qui ont demandé sa tête, ils vont dire, regardez, elle-même avoué qu'elle a commis un crime, elle-même avoué qu'elle a péché. Donc, pourquoi vous l'avez défendue? Oui, il y a un problème avec le N-word. Elle-même le dit. Elle vient de leur donner sur un plateau d'argent leur victoire, comme avait fait Robert Lepage avec Slav, comme avait fait Louis-Jean Cormier. Ils font toutes la même maudite affaire. Ils finissent tous par se mettre à genoux. Et voilà pourquoi, dans un livre que je termine en ce moment, ou du moins que j'essaie de terminer, j'ai une section que je consacre à la question des rituels expiatoires dans la présente révolution que nous connaissons. C'est-à-dire, je décris que je donne plusieurs cas, surtout je cherche à voir les schèmes, les points qui se répètent, c'est-à-dire quels sont les rituels expiatoires. Puis c'est toujours la même maudite affaire. La plupart du temps, ces gens-là pêchent sans même s'en rendre compte, parce qu'ils sont globalement dans l'esprit du progressisme dominant, ambiant. Mais quelquefois, ils n'ont pas vu une interdiction invisible. Ou alors, ils sont pas mis à jour de la dernière interdiction ou du dernier point du catéchisme. Parce qu'on est dans la psychologie totalitaire. Faut penser à Miloš qui nous disait, ou même chez Orwell, que rien n'est plus important en régime totalitaire que de suivre la ligne du parti. Puis si la ligne bouge un peu, faut bouger avec elle et jamais être en retard, sinon on devient un déviationniste. Et là, c'est ce qui arrive, c'est qu'ils sont de temps en temps, le monde d'hier parle encore un peu à travers eux. Mais c'est comme un résidu qui parle en eux. Et là, quand ils se retrouvent devant ça, ils se rendent compte qu'ils ont péché. Donc là, tout commence. D'abord, le plus rapidement possible, s'excuser. Ensuite, annoncer qu'on va aller se rééduquer. D'ailleurs, le mot est désormais accepté. Auprès de personnes issues des minorités, qui vont nous permettre d'ouvrir notre esprit. On va se taire désormais pour écouter. Et ensuite, on promet de devenir un bon allié. Alors ça, ce sont les points du rituel pénitentiel pour espérer survivre en régime diversitaire quand on a été pris pour un péché idéologique. C'est une religion assez ritualisée, finalement, que tout cela. Alors, je vois ça, et j'y reviens avec une immense pitié pour Madame Lieutenant Duval qui demande pardon à ses agresseurs. C'est une psychologie à la fois de vaincu, de pénitent. Elle aurait dû tout simplement se tenir droit là-dedans, peu importe ses convictions, quelles qu'elles soient. Une personne qui se fait agresser, qui se fait menacer, devrait se défendre. À tout le moins, d'autres voulaient la défendre, mais elle préfère probablement, je le redis, ceux qui l'insultent à ceux qui la défendent. Ça nous en dit beaucoup sur l'esprit de l'époque. Et ton prochain livre va porter sur quoi, Mathieu? Sur la présente révolution qui, je vais pas trop dans le détail, là, je me suis rendu compte que je me suis auto-leaké, comme tu dirais, je me suis gâché. mais en gros, sur la présente révolution qui se déploie dans le monde occidental, le moment révolutionnaire du régime diversitaire, appelons ça comme ça, c'est très, très, très... Mais pourquoi en ce moment ça devient, la révolution s'accélère? Pourquoi la puissance de cette espèce de logiciel qui convertit complètement notre rapport au monde? Donc je pousse là-dessus, je dois le terminer d'ici quelques semaines, ce qui explique que je suis une personne fondamentalement enfermée dans son univers mental à terminer son bouquin. Mais bon courage, j'ai hâte de lire ça, bien sûr. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne côté. Sur la COVID-19.
Pourquoi doit-on respecter une distance de 2 mètres? La COVID-19 se transmet principalement par le contact avec des gouttelettes contaminées. Lorsqu'une personne infectée parle, tousse ou éternue, les gouttelettes peuvent être projetées jusqu'à une distance de 2 mètres et atteindre des personnes à proximité, ou encore se déposer sur des surfaces et des objets où le virus peut survivre de quelques heures à quelques jours. Bien se protéger, c'est aussi bien protéger les autres. Un message du gouvernement du Québec. Le commentaire de Mathieu Bock-Côté, dépensé pas comme les autres. Ah, Mathieu, l'Office québécois de la langue française qui a débarqué dans un restaurant Kitchen 73. C'est épouvantable, on vit dans un régime fasciste. En fait, on se le fait dire régulièrement, toute forme d'affirmation de la langue française ou de demande du respect de la langue française relève de l'autoritarisme, possiblement de la haine de l'anglais, de la peur de l'autre, et ainsi de suite. Mais ce qu'on a appris à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, c'est que vouloir s'assurer que le financement des institutions collégiales et universitaires anglophones et francophones ne soit pas exagérément déséquilibré au profit des institutions anglophones, ça relève, selon Mario Laframboise, qui est député de Blainville pour la CAQ, ça relève de la politique de la terre brûlée, qui consiste à tout raser pour qu'il ne reste rien après nous. Donc, soit il est possible que Mario Laframboise ne connaisse pas le sens des expressions qu'il utilise, ce qui ne me surprendrait pas. Mais une fois que c'est dit, on a vu ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Donc, le nouveau chef du PQ avait fait cette promesse-là, une proposition portée par le parlementaire sur l'urgence linguistique à Montréal, qui dit, là, la situation régresse, c'est une situation d'urgence linguistique. Puis la première chose à faire pour le gouvernement, c'est à défaut de corriger la situation, c'est de ne pas nuire, et de ne pas nuire en ne favorisant pas, dans le cadre du projet de loi 66, l'extension majeure de Dawson, et qui vient dans les faits l'institution hégémonique du circuit collégial à Montréal. Le système collégial anglophone pèse plus que le système francophone à Montréal, c'est quand même pas un détail, et transfert équivalent d'autres ressources à McGill. Et il nous dit, ce qui se passe, il y a un déséquilibre institutionnel. Il n'y a rien de nouveau, soit dit en passant là-dedans, c'est documenté depuis une quinzaine d'années, au moins 15-20 ans. Mais là, il y a enfin une figure de la classe politique qui prend ça au sérieux, qui l'avance. Et la CAQ, qui se veut gouvernement nationaliste, parce qu'on en fait d'ailleurs, parce que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon racontait ça dans une vidéo hier, son point de presse à l'Assemblée nationale, eh bien, décide de dire urgence linguistique, non, faut pas exagérer quand même, et puis rééquilibrer le financement des institutions pour éviter un débalancement structurel au profit de l'anglais. Ah non, ça c'est de la politique de la terre brûlée. On a appris, soit dit en passant, qu'au moment de voter cette motion-là, parce que la CAQ a refusé, Jolin Barrette n'était plus dans à l'Assemblée. Comme si, d'une certaine manière, il ne voulait pas lier son vote à celui de son gouvernement là-dessus. Mais ça nous en dit beaucoup sur une chose, c'est que la CAQ, qui a fait moi je suis pas loin d'être un anti-caquiste radical, hein, c'est-à-dire la CAQ a pris le pouvoir, nous a délivré des libéraux, ce qui était essentiel, a reformé un bloc nationaliste important capable de gouverner, c'était important. Nous a donné la loi 21, c'était essentiel, c'est un geste d'affirmation collective. Mais là, il va falloir que la CAQ comprenne qu'elle peut pas faire du millage sur la loi 21 jusqu'en 2050. C'est bien la loi 21, c'est essentiel la loi 21, mais c'est insuffisant la loi 21. Là, la question qui s'impose de plus en plus, ça fait 20 ans qu'on le sait, mais là, il est temps d'agir, c'est la loi 101, c'est la question linguistique. Le livre de Frédéric Lacroix qui vient de sortir, dont on parlait en ondes récemment, pourquoi la loi 101 est un échec, et il est tranchant, c'est réglé, on comprend ce qui se passe là-dedans. Il n'est plus possible de ne pas voir. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit quand le Parti québécois impose à l'Assemblée un débat sur l'urgence linguistique et le déséquilibre institutionnel du financement du financement du système collégial et universitaire? La CAQ dit, je vais plutôt voter comme les libéraux. Je vais parler comme les libéraux, on va gouverner comme les libéraux. Là, il va falloir que la CAQ décide, est-ce que c'est une coalition où il y a aussi des nationalistes qui lui donnent une caution bleue, ou est-ce que c'est un parti nationaliste qui rassemble des gens de différentes tendances, mais qui est d'abord fidèle au Québec et à l'ambition francophone du Québec? Pour l'instant, la CAQ est en train de multiplier les déceptions, et je termine en disant que pour l'instant, la CAQ déçoit, parce qu'on a des attentes à son sujet. Mais un jour, elle ne décevra plus parce qu'on n'aura plus aucune attente, et il y a une partie de l'électorat traditionnellement péquiste passé à la CAQ, qui est justement l'électorat nationaliste, attentif aux questions identitaires. Cet électorat-là, si la CAQ multiplie les signaux d'absence d'intérêt pour la question linguistique et tout ça, cet électorat-là pourrait migrer vers un parti qui prend plus au sérieux la question de la langue.
Écoute, je veux profiter de ta présence là pour parler de l'anniversaire là, du référendum de 95, parce que le Journal de Montréal, entre autres, va publier un dossier là-dessus ce week-end. On entendait, là, il y avait des révélations il y a quelques jours, je pense, c'est un ancien patron de TELUS qui affirmait là, qu'il avait permis aux gens de faire des appels, de loger des appels au Québec pour nous dire à quel point ils nous aimaient, puis ils voulaient qu'on reste dans la Constitution. C'est ça. Les interurbains de l'Alberta pour sauver le Canada. Exactement, des interurbains gratuits. M. TELUS avait donné ça totalement gratuitement, puis dit qu'il le referait encore. C'est une dépense totalement illégale. On se souvient du fameux Love Fest où des anglophones sont venus ici nous prendre dans leurs bras puis nous embrasser et tout ça. Là aussi, le transport était payé par des entreprises. Ils pouvaient venir. Donc, écoute, les gens qui disent on s'est fait voler le référendum, ben c'est pas faux. Ben, évidemment, moi le Love-In de Montréal, moi j'appelle c'est une marche d'occupation pour nous rappeler que la souveraineté canadienne s'exerçait au Québec en toutes circonstances. Faut jamais l'oublier. Il y a la question de la formule de Parizeau était brutale, on le sait. Elle était dans sa formulation au moment où elle était prononcée, c'était inapproprié. Mais si on la décompose élément par élément, tout était vrai. C'est-à-dire que les fédéraux ont tout fait pour augmenter les seuils, ils ont fait venir ils ont pour accélérer les processus de naturalisation, pour être capable de faire grossir le bloc électoral inconditionnellement fédéraliste, hein? Et ils ont fait des dépenses démesurées pour être capable d'influencer sans respecter les lois référendaires du Québec pour imposer leur propagande à tout prix. Et le fait est, et ça c'est la grande illusion des Québécois depuis 40-50 ans, c'est qu'on a l'impression que le débat sur l'avenir du Québec, c'est un débat qui se passe de manière civilisée, respectueuse, entre Québécois sur leur avenir. C'est pas vrai! On est tout seul à jouer selon les règles. À Ottawa, ils ne jouent pas selon les règles. À Ottawa, dans le reste du Canada, pour eux, c'est une question d'intérêt vital que le Québec ne parte pas et tous les moyens sont permis. Et la petite loi provinciale du Québec, là, sur des consultations populaires, là, ben c'est la petite loi des provinciaux qui vont la respecter entre eux. Mais le gouvernement du Canada, les autorités canadiennes, elles, s'en contrefin ciboirisent, pour le dire avec un terme technique. Donc là, ce que révèlent les 25 ans du référendum, si on avait besoin de le savoir encore, c'est que oui, c'est un référendum volé à bien des égards, perdu. Une fois que tu dis en politique, là, ce qui m'a toujours dérangé avec la formule du référendum volé, c'est que c'est comme si on se dit au fond de nous-mêmes, on l'a gagné, mais on se l'est fait voler. Non, en politique, en dernière instance, c'est le résultat qui compte. Et quand on n'est pas indépendant, c'est qu'on l'a perdu. Mais sur ce qu'il n'y a pas de doute là-dedans, c'est que les fédéraux et le camp du non ont utilisé tous les moyens qu'ils croyaient légitimes du point de vue de l'intérêt canadien, et ça impliquait de transgresser, de piétiner la démocratie québécoise. Quelle surprise! Et écoute, toi, t'étais jeune, t'avais 15 ans. Moi, le Love Fest, le Love-In, pardon, je suis allé au Carré Phillips. Je les ai vus débarquer de l'autobus avec le drapeau du Québec, avec le fleur de lys peint dans le visage. C'était, Mathieu, surréaliste, là. Ils nous prenaient dans leurs bras, c'est juste, ils nous frenchaient pas. C'était tellement surréaliste. Et de voir à quel point... là, ils nous aimaient parce qu'ils voulaient pas qu'on parte, mais aujourd'hui, hein, ils s'empêchent pas de nous appeler fucking frogs. Hein. Moi je me rappelle, j'ai des souvenirs très vifs du référendum. J'étais un jeune militant qui avait pas le droit de vote, mais qui était emporté par la passion nationale. Et je me rappelle d'un homme aux nouvelles. Il repassait à point de rupture 10 ans plus tard dans le documentaire qui avait été fait par les CBC pour nous rappeler que le Canada avait été sauvé. C'est un homme d'affaires honorable du centre-ville qui explique aux Canadiens anglais qui viennent l'embêter. Là. Il dit, hey, vous avez pas votre place ici là-dessus là. Yesterday I was a no, now I'm a yes. Hein? C'est pas à eux autres de décider à ma place. Et ça, je trouve que, je sais pas dans quelle mesure c'est représentatif, parce que manifestement, c'est une opération qui a été pesante. Mais que se faire dire de l'extérieur, dans quels paramètres on est en droit d'exercer notre droit à l'autodétermination comme peuple, c'est culotté quand même. Mais ça, faut voir. C'était une manifestation coloniale, d'arrogance coloniale, pour dire aux petits francophones du Québec, là, on vous aime, là, vous allez arrêter de faire des niaiseries, on vous aime, on vous l'a dit qu'on vous aime, we love you, yeah. Et là, à un moment donné, ça n'a pas pris de temps que
après, c'était le plan B. Après ça, c'était verrouiller, ce que j'appelle, on a radicalisé le fait de verrouiller démographiquement l'avenir du Québec dans le Canada, l'avenir politique du Québec. Ça a été la campagne de diabolisation du nationalisme québécois qui était nationalisme ethnique, intolérance, fermeture. C'était le scandale des commandites où on a assisté Là, ça, c'est une opération d'achat massif des élites québécoises avec l'argent fédéral pour détourner nos élites de notre propre société. C'est ce que Stéphane Kelly a déjà appelé la petite loterie coloniale. Eh bien, les fédéraux, après 95, ils se sont dit plus jamais ça. Plus jamais on va leur laisser la possibilité de peut-être partir. Eh bien, moi, ce que j'espère, c'est que 25 ans plus tard, arrive tranquillement le temps de la lucidité. Hein? C'est-à-dire, moi, je pense que 95 nous a cassé les reins. On a toujours dit, oui, combien coûterait la souveraineté? Oui, mais l'autre question, c'est combien ça coûte d'échouer. Et un peuple paye cher l'échec de son indépendance. Mais ce que je me dis, c'est que 25 ans plus tard, si le temps de la lucidité peut venir, et si on se dit tout à la fois, le Québec et le Canada, on le voit en ce moment avec la question sur la liberté d'expression, c'est plus seulement deux peuples, c'est deux civilisations, c'est deux manières complètement différentes de voir la liberté. Quand on pense au statut du français dans le Canada et au Québec même, quand on pense à la réduction du poids démographique du Québec dans le Canada et des francophones au Québec même, quand on pense à l'accouplement morbide entre le multiculturalisme canadien et le racialisme américain qui nous est imposé, quand on pense aux politiques du gouvernement fédéral qui ne tient jamais compte, encore une fois, des intérêts nationaux spécifiques du Québec, il y a d'excellentes raisons de quitter ce pays qui est une maison de fous. Et de ce point de vue, j'espère que les 25 ans de la défaite vont donner à quelques-uns, et ils sont nombreux, ça j'en suis convaincu, dans différents milieux. Ce sont des souverainistes, mais vaincus. Au fond de leur cœur brûle encore le désir d'un pays, mais si on a perdu, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Eh bien, j'espère que ces gens-là vont se dire, si tous ensemble, on se dit, OK, on l'a perdu, mais c'est pas perdu une fois pour toutes. Il se pourrait bien, ça j'en suis convaincu, que le Québec se remette en marche. Reste à voir si ça arrivera. Dernier exemple, la loi sur la laïcité. On se taille une loi pour la laïcité modérée, tranquille, discrète, mais qui correspond à nos aspirations. Même ce petit gain, c'est considéré par Ottawa comme une manifestation de suprémacisme ethnique. Là, à un moment donné, on va se rendre compte que le peu d'espace qui nous est concédé régresse toujours. Je crois, quant à moi, qu'au fond d'eux-mêmes, les Québécois vont renouer avec le désir du pays. Les circonstances restent à voir, mais il faut garder en notre cœur, 25 ans plus tard, cette idée que c'est pas terminé. Tout à fait, je l'espère moi aussi. C'est en feu. Merci, bon week-end, Mathieu. Au grand plaisir, Salut. bye bye.